d'être avec Ariel. Et ce soir, tu vas nous parler de cette époque, des années 50, lorsque le jeune État d'Israël était face à la politique d'austérité. Tsena Bechavod d'Ariel. Voilà, alors bonsoir à tout le monde, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Effectivement, on a eu un très très bon Shabbat associé. Merci à toute l'équipe de Midrashet Yehuda et l'équipe de Lilmod qui est dans cette retransmission. Pourquoi je veux parler du Tsena? Pourquoi je veux parler de cette période d'austérité des années 50? Parce qu'il y a des problèmes. Et je pense de temps en temps, c'est bon de se rappeler un peu où on était il y a 70 ans. Et ça permet de recadrer un peu et de comprendre que chaque jour, chaque matin, 3 fois par jour, on peut remercier Dieu de là où on est aujourd'hui parce qu'on est très, très loin. Avec tous les problèmes qu'on a, avec tout ce qu'on voit dans les journaux, on est très, très loin des problèmes des années 50. Alors, on va un petit peu voir comment ça fonctionnait pour essayer de comprendre dans quel bracha on vit aujourd'hui. Je vais lancer le diaporama. Pardon. Share screen. Voilà. Donc, Tkufat Tsena, la période d'austérité des années 50 en Israël, c'est une période que le gouvernement a qualifiée de période d'austérité qui a duré en fait pendant 10 ans, de 1949, donc depuis la fin de la guerre d'indépendance, jusqu'à 1960. Il y a eu différentes périodes dans ce Tsena. Il y a des périodes où ça a été plus dur, il y a eu plus de restrictions, des périodes où ça a été un peu allégé. Mais en gros, ça a été une période très compliquée dans l'État d'Israël. Il faut comprendre pourquoi. Vous voyez là, les files d'attente, les queues devant les magasins. Pourquoi ces queues? Pourquoi ces files d'attente? Pourquoi cette austérité? Tout commence avec la fin de la guerre d'indépendance. Israël est un pays indépendant. Beaucoup ne pensaient pas qu'il était vivable. Les Américains ont voté pour le plan de partage de l'ONU en pensant qu'Israël ne tiendrait pas le coup et serait rayé de la carte par les ennemis arabes dans les 3 mois. Or, Israël non seulement a tenu le coup et existe, et il s'est même étendu, il est plus grand que les frontières prévues par le plan initial de l'ONU. Et dès que la guerre est finie, déjà même un petit peu avant, commence à arriver une masse d'immigrants du monde entier. Alors, vous avez ici l'immigration dans les années 48 à 1960. Vous voyez que d'Europe sont venus 150 000 juifs de Roumanie, 146 000 de Pologne, 39 000 de Bulgarie, 24 000 de Hongrie, 19 000 de Tchécoslovaquie, d'Asie et d'Afrique, 126 000 d'Irak, 124 000 du Maroc, 49 000 du Yémen, 37 000 de Perse, d'Iran, et 36 000 de Tunis. Il y en a encore d'autres. Ça, c'est les pays où il y a la plus grande alia. C'est incroyable. C'est-à-dire que le pays d'Israël a accueilli en 10 ans, a doublé sa population en 10 ans. Il y avait 600 000 juifs en 1948 et il y en a 1 200 000 10 ans plus tard. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut accueillir cette population quand cette population vient sans rien? Ceux qui viennent d'Europe sont des rescapés de la Shoah qui n'ont plus rien. Ceux qui viennent des pays arabes ont le droit de quitter leur pays, mais ne peuvent rien emmener avec eux, tout est bloqué, ils viennent sans rien. Donc, ce sont des gens très, très pauvres, et Israël lui-même est un pays exsangue, un pays très pauvre. Les Anglais sont partis en 1948 en emmenant la caisse, donc les caisses sont vides. Le peu qu'on avait dans la caisse, on l'a utilisé pour la guerre d'indépendance, et il n'y a plus rien, il n'y a pas assez d'industrie, il n'y a pas de travail pour tous ces gens qui arrivent, donc il n'y a pas de travail, il n'y a pas de réserve monétaire. Il faut nourrir tous ces gens, il faut les installer, qu'ils aient un toit où dormir. Et pour comprendre cette alia, ce n'est pas pour rien que j'ai mis la photo de Ben Gurion en bas. Ben Gurion a fait quelque chose d'extraordinaire. D'abord, il a proclamé l'État d'Israël. Je rappelle que quand l'ONU a voté le plan de partage et que le jour fatidique du 15 mai où les Anglais vont partir approche, les Américains font pression pour qu'on reporte la proclamation de l'État d'Israël. Et la plupart des ministres du gouvernement, pas encore officiel de Ben Gurion, sont contre la proclamation de l'État d'Israël parce qu'ils pensent que l'État d'Israël sera détruit par les Arabes, c'est absolument évident. Même le chef des opérations de la Haganah, donc l'armée fantoche qu'on a
pendant le mandat britannique, Yigael Yadin, quand Ben-Gurion lui demande quelles sont nos chances de survie si je proclame l'indépendance, on va être attaqué par tous les pays arabes autour de nous, quelles sont nos chances de survie? Et Yigael Yadin va lui répondre 50-50, 50%, 50% de chances qu'on survit à la guerre et 50% on est détruit. Il faut comprendre que dans ses mémoires, il dit, moi, j'y croyais pas. Je pensais que c'était moins de 30%, mais je voulais pas entièrement déprimer Ben-Gurion, donc je lui dis 50%. Mais 50%, c'est quand même un sacré jeu de dés. C'est-à-dire qu'on jette un dé, et puis une chance sur deux, on gagne la guerre, et tout va bien. Une chance sur deux, on perd la guerre, et alors on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va être massacré par les Arabes, ils l'ont annoncé. Et on est 3 ans après la Shoah, on sait ce que ça veut dire que les Juifs massacrés. Il y a déjà un tiers du peuple juif qui est resté en Europe dans les fours crématoires. Alors, Ben-Gurion, très autoritaire et très peu démocratique, a décidé de forcer la main, de convaincre ses ministres et de voter l'État d'Israël. Et même chose, quand on arrive après la guerre d'indépendance et qu'on parle de Aliyah, parce que les portes s'ouvrent, parce qu'il y a une conjoncture dans laquelle, par exemple, l'Irak permet aux Juifs d'émigrer, sans rien emmener avec eux, mais ils peuvent sortir. Alors, beaucoup des ministres, surtout les ministres qui ont des portefeuilles relatifs à l'économie, le ministre des Finances, le ministre du Logement, le ministre de l'Industrie, ils disent à Ben-Gurion, on ne peut pas les accepter, on n'a pas d'argent, on va faire une alliance sélective, on va prendre ceux qui ont des boulots dont on a besoin, ceux qui sont jeunes et qui peuvent travailler, on va pas accueillir toutes les personnes âgées, tous les enfants, tous les handicapés, on ne peut pas. Où est-ce qu'on va les loger? Comment est-ce qu'on va les nourrir? Il faut les éduquer. Il faut ouvrir des écoles. Il va falloir les soigner, dispenser médicaments. Ils vont amener des maladies en Israël qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas soigner. Laisse tomber. Et Ben-Gurion va dire, à la Ben-Gurion, tout le monde vient. On ouvre les portes et on accueille tout le monde. Ça va être une vague énorme et on le doit à Ben-Gurion. Ah, je ne dis pas, il y a eu des erreurs qui ont été faites, bien sûr. Il n'y a que ceux qui n'agissent pas qui ne font pas d'erreurs. Quand on agit, on fait des erreurs. Mais il a pris sur lui d'accueillir tous ces Juifs alors qu'il n'y avait aucune infrastructure et pas d'argent dans les caisses pour permettre leur venue, leur intégration en Israël. Alors, vous avez à droite un panneau publicitaire des gens qui soutiennent Ben-Gurion. Vous voyez à droite, Lora Kaole Zakouk Lamdina, Gam Amdina Zakuka Laole. Ce n'est pas seulement l'immigrant qui a besoin de l'État d'Israël, il veut venir en Israël, mais l'État d'Israël a besoin des immigrants parce que grâce à eux, le pays pourra grandir, le pays pourra se développer. À gauche, vous avez l'autre côté. Aleinu leorer et hashela im mechazeket otanu ha'aliyah o machlisha otanu. Nous devons poser la question, est-ce que l'aliyah nous renforce ou est-ce qu'elle nous affaiblit? Et là, je vous raconte un secret qui n'a pas toujours été dit, que quand l'Irak a ouvert les portes à l'immigration juive totale d'Irak, sans rien emmener bien sûr, sans prendre leurs biens, mais ils peuvent partir. Ça n'a pas été dit, c'était dit, mais pas toujours en mille accents. L'Irak a ouvert ses portes pour couler le pays d'Israël. L'Irak a fait partie de ces pays qui ont attaqué Israël en 1948. Israël était attaqué par les 5 voisins limitrophes, par l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban, les quatre voisins limitrophes, et en plus par l'Irak. Et le chef d'État irakien va dire, on n'a pas réussi par la guerre à écraser l'État d'Israël, on va l'écraser sous le nombre. On va leur envoyer tous les immigrants, et ils vont s'écrouler, ils n'auront pas de quoi les nourrir, il y aura des tensions sociales, et ça va foutre l'État d'Israël. C'est pour ça que l'Irak a laissé partir ces Juifs. Donc la question se pose en Israël, est-ce qu'on peut accepter, accueillir tous ces immigrants? On n'en a pas les moyens. Alors, on commence à construire les ma'abarot, ces camps de tentes. Vous voyez, à gauche, c'est des tentes. À droite, vous voyez de quoi a l'air une ma'abara quand l'hiver est rude. Et l'hiver de 1950 était très rude. Les conditions sont très sommaires. Je rappelle qu'il n'y a pas de travail. Il faut créer des dispensaires médicaux. Il faut nourrir. Il faut trouver du travail qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'industrie. Après, en plus des tentes, on va commencer à construire des baraques. À gauche, vous voyez les baraques. Et dans la photo de droite, vous voyez les baraques. Et au-dessus, les shikunim, les fameux shikunim, des maisons très simples, les maisons que le gouvernement va construire pour les Olim. Ça, c'est la Ma'abara de Yokneam. Yokneam, dans le Carmel. On voit les immigrants qui sont dans leur baraque et qui vont habiter Yokneam dans les maisons qui viennent d'être construites. Alors, pour Ben-Gurion, un des avantages de cette aliyah, ça va permettre
de peupler le pays. Parce que après la guerre d'indépendance, le pays, les frontières maintenant sont agrandies par rapport à ce qu'on avait avant. Et il faut peupler la Galilée, et il faut peupler le Negev, le désert au sud. Et pour ça, on a besoin de gens. Donc, dit Ben Gurion, on va accueillir cette alia, et on ne va pas les installer à Tel Aviv ou à Jérusalem. Je rappelle, on construit Dimona et Yerucham dans le Negev, on construit Yokneam ou les villages de Galilée. Le but est de disperser la population, même la région de Lachish, aujourd'hui près de Kiryat Gat. À l'époque, c'est une région frontalière où il n'y a pratiquement pas de Juifs qui habitent. Maintenant, on a ces gens qui vont habiter dans le nord et dans le sud. Bien sûr, il va falloir construire des maisons, construire des logements, construire des écoles, construire des dispensaires, et il n'y a pas d'argent. Alors aussi, un autre plan de Ben Gurion, c'est attention, on ne va pas en ville, parce que ces gens qui arrivent, pour la plupart, sont des citadins. Les Juifs n'ont pas été agriculteurs. On était un peuple d'agriculteurs, mais ça, c'était à l'époque biblique. Quand on lit le Shema Israël 2 fois par jour, le matin et le soir, Dieu nous dit que si on écoute, on fait ce qu'il nous demande, il donnera le blé, il donnera l'huile, il donnera le vin, parce qu'à l'époque, on était agriculteurs. Aujourd'hui, on ne l'est plus. Et donc, il faut faire aussi de la propagande pour que les gens se déplacent de la ville vers la campagne. Vous voyez à droite, la Minha'ir et l'Akfar, la maison, le gratte-ciel qui n'existe pas encore en Israël à l'époque, quitter ces maisons de la ville et aller vers le village. Et au centre, vous avez un timbre participe aussi à la construction d'écoles et de jardins d'enfants dans les villages. Et donc, on essaie d'encourager les gens à aller vers la campagne. Regardez de nouveau à droite une pancarte, une affiche publicitaire Minha'ir el-Akfar, de la ville vers la campagne. Vous voyez la figure avec la ville sur elle et l'autre avec les champs. Et regardez à gauche ce village tellement joli vers lequel on vous invite à aller. Et j'ai signalé avec une flèche jaune quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Regardez ce village israélien de l'époque. Vous voyez Tachanat Eged, bien sûr, la station du bus, puisqu'il faut quand même aller en ville ou rencontrer d'autres. Il y a la poste, bien sûr, puisqu'à l'époque, les gens n'ont pas encore le téléphone et on est en relation avec la famille, avec les amis en Israël et à l'étranger par la poste. Il y a la Tzarchania, le magasin, la petite épicerie pour acheter ce dont on a besoin. Il y a bien sûr une école pour les enfants. Il y a Tnuva, la laiterie, qui va commercialiser le produit des fermes. Pardon. Il y a le Bet Ha'am, une salle communautaire. Il y a le Vaad Akfar, c'est le comité qui gère le village. Mais il y a un Bet HaKnesset, il y a une synagogue. Je rappelle quand dans l'idéal kibbutzim, des kibbutzim, dans l'idéal de la gauche socialiste, le Bet HaKnesset, ce n'était peut-être pas un impératif dans le village. Mais on voit qu'il s'agit maintenant d'amener des gens qui sont religieux, qui sont pratiquants. Et donc, dans le village qu'on leur propose, d'ailleurs, on ne leur propose pas le kibbutz, on leur propose le moshav, un village privatisé où les gens ont leur propre lopin de terre et leur poulailler. Et il y a aussi un Bet Knesset, il y a aussi une synagogue. Mais ces gens n'ont jamais mis les pieds à la campagne, il faut essayer de les convaincre d'aller habiter à la campagne. Quand je rappelle la campagne à l'époque, c'est des pierres, du soleil et pas grand-chose d'autre. Tout le reste est à construire. Alors, le fait qu'on a cette main-d'œuvre et qu'il n'y a pas d'industrie et que le gouvernement doit maintenant nourrir ces gens, on va les occuper à des travaux d'intérêt public. Alors, on va ôter les cailloux et commencer à construire des routes. On va à droite, vous voyez la conduite d'eau qui va amener l'eau vers le Negev. Je n'ai pas mis les forêts du KKL. On a planté des millions d'arbres dans les forêts. Tout ce travail est fait par ces immigrants qui reçoivent une allocation mensuelle du gouvernement et qui donnent un travail au gouvernement puisqu'il n'y a pas d'usine ou de poste de travail pour tous ces gens qui arrivent. Et alors, pour gérer maintenant la situation qui devient catastrophique, parce que les réserves de devises sont à zéro, donc on ne peut plus acheter à l'étranger. On a besoin d'acheter de l'essence, on a besoin d'importer du blé, on a besoin d'importer des matériaux de construction, on n'a pas d'argent, tout va être calculé, il y aura des bons de ration, va être rationné, le mot que j'ai cherché, tout va être rationné, et on nomme à ce poste Dov Yosef. Pourquoi Dov Yosef? Dov Yosef est un membre du parti, du Mapai, et lui a ce grand avantage que pendant la guerre d'indépendance, il a été gouverneur de Jérusalem. Or, Jérusalem est une ville qui, pendant la guerre d'indépendance, a beaucoup souffert
de restrictions, puisqu'elle était entièrement coupée. La route de Jérusalem était coupée par les Arabes. Et donc, la ville manquait de tout. Elle manquait de vivres, elle manquait de médicaments, elle manquait d'eau. Tout était rationné à Jérusalem. Et c'est Dov Yosef qui, pendant la guerre d'indépendance, avait réussi, en tant que gouverneur de Jérusalem, à gérer cette pénurie générale à Jérusalem. On lui dit, toi, tu as déjà l'expérience, ben, tu vas gérer maintenant la pénurie au niveau national. Et il est nommé Sar Tiktsuv. Donc, c'est ce qu'on appelle le ministre du rationnement. Et on commence cette politique d'austérité. Tout va être rationné. Alors, voilà la photo de Dov Yosef avec Ben Gurion. Et vous voyez, c'est tiré d'un article sur lui. Ha'ish shehitzil et minat Israël, l'homme qui a sauvé l'État d'Israël, Beshilem et Amchir, mais qui en a payé le prix. Parce que s'il y avait un homme qui était cordialement détesté par toute la population en Israël, il y avait un consensus contre lui, c'était bien Dov Yosef, puisque c'était l'empêcheur de manger, l'empêcheur de s'habiller, l'empêcheur de tout. Monsieur Restriction, c'était catastrophique, mais grâce à sa politique, il a réussi, et c'est une réussite. On a réussi à absorber ces 600 000 immigrants, pardon. On a réussi le pays est sorti des restrictions au début des années 60, et on le voit beaucoup à Dov Yosef. Alors d'abord, quand on commence une politique d'austérité, il faut la définir. Alors en fait, la politique d'austérité, ce n'est pas une invention de Ben Gurion, parce que on est en 1948, 49, après la guerre d'indépendance, mais il y a déjà eu des restrictions pendant la guerre mondiale. Pendant la guerre mondiale, on était ici en mandat britannique. Donc, ceux qui ont fait les restrictions et instauré une politique d'austérité pendant la guerre, c'était le gouvernement britannique. Alors, le gouvernement britannique qui avait l'expérience, puisqu'il y avait le rationnement et la politique rationnement à Londres, a voulu étendre ça aux colonies, pour économiser les réserves que l'Empire avait dans ses colonies. L'Angleterre a appelé ça politique d'austérité, et essaye maintenant d'élargir ça à Israël. Et le premier problème, c'est comment on va appeler ça. Il n'y a pas de mot en hébreu pour austérité. Comment traduire ce mot d'austérité? Alors, si vous voyez dans cet article de journal, d'abord, à l'époque, quand les Anglais sont là, bon, donc pour le public anglophone, il y a austérité, mais il y a un public arabophone et un public hébréophone. Donc, alors pour les Arabes, ils ont trouvé un mot très sympa. Ils appellent ça Foroussia. Foroussia en arabe, ça veut dire c'est quelque chose qui a un rapport avec chevaleresque, avec il faut être chevaleresque. Il n'y a pas beaucoup, on va partager avec tout le monde. Et pourquoi ils choisissent ce nom de Abirout, de chevalerie? Les dirigeants arabes disent l'arabe se pense le maître du monde. Ils ont un sens de leur valeur. Et donc, si on leur dit il faut serrer la ceinture, ça ne marchera pas chez les Arabes. Mais si on leur dit il faut être chevaleresque, parce qu'il n'y a pas beaucoup, on va se partager, alors ça marchera. Et donc, ils ont choisi ce nom de Foroussia. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'appeler ça en hébreu? Alors, on a essayé Tzimtzum, Pashtut, Kpidut, Yashrut, Anava, donc l'humilité, la simplicité, l'imitation, mais ça ne sonnait pas assez bien. Et finalement, un linguiste va se rappeler d'un verset qui se trouve dans les prophètes, Hatznea lechet im Elohecha, soit tsanoua avec Dieu. Tsanoua, ça veut dire humble, ça veut dire reste à ta place devant Dieu, ne joue pas au grand bonhomme devant Dieu, qu'est-ce que tu es toi face à Dieu? Et donc ce mot de tsena, qui est un mot qui est connu en hébreu, qui vient de l'hébreu biblique, mais qui n'est pas utilisé au jour le jour, va être le mot qui va être choisi, tsena, pour désigner cette austérité. Comment est-ce qu'on enseigne ce mot à la population? Eh bien, Dov Yosef va demander aux journaux de publier des grands titres, tsena, avec un grand point d'interrogation. Donc, tout le monde voit ce mot-là sans savoir de quoi il s'agit. Alors, on commence, la bourse aux idées commence. Qu'est-ce que c'est tsena? Est-ce que c'est une nouvelle voiture, une nouvelle usine qu'on va construire? Et chacun y va du sien. Et c'est comme ça que le mot commence à être accepté, tsena, et c'est le mot qui va donc désigner cette période d'austérité, de restriction en Israël. Tsena. En plus, ça rappelle une chanson de l'époque, Tsena Tsena.
Tsena, tsena, tsena. Abanot, mais là-bas, tsena veut dire sortez, c'est une autre racine. C'est tzadik aleph yud nun he. Là, il s'agit de tzadik nun ain, c'est une autre racine. Mais le son rappelle une chanson de l'époque, donc c'était sympa. Et le mot a pris, tsena. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, quelqu'un m'a mis, j'ai réussi à voir le chat, m'a dit, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Yosef. Yosef était celui qui avait fait vivre l'Égypte en période de disette à l'époque des vaches maigres. Ben, exactement. En Israël, vous voyez à droite la photo, Dov Yosef, on l'appelle Yosef Amashbir, Yosef qui a nourri, comme Yosef qui a nourri l'Égypte. Et voilà, les journaux annoncent, le gouvernement annonce une politique d'austérité et de restriction, et en 5 points. D'abord, les restrictions. Deuxième but à atteindre, c'est de baisser le coût de la vie. Troisièmement, augmenter la consommation locale. N'achetez plus de l'importation parce qu'on n'a pas de devise, on ne peut pas importer. Alors, il faut plus produire dans le pays et consommer local, dans tous les domaines, l'alimentation, l'habillement, les meubles, etc. Et économiser les devises, comme j'ai dit, et agrandir la capacité de production, construire des usines, planter des champs, etc. Donc ça, ce sont les objectifs. Rien que la première année de l'État d'Israël, je l'ai mis en rouge, il y a 200 000 nouveaux immigrants qui sont arrivés. C'est déjà énorme. C'est un pays qui compte 600 000 habitants. 200 000, c'est-à-dire 30% de la population s'ajoute en un an sans rien amener, sans pouvoir vivre. Il faut entièrement les nourrir, les loger, etc. Et à gauche, le programme de Dov Ben Yosef, c'est de faire des restrictions, mais qui permettront à chacun 2700 calories par personne et par jour. Alors, est-ce qu'il va y arriver? C'est ce qu'on va voir. Ceux qui connaissent les gens de Jérusalem, c'est peut-être le bâtiment qui est devant vous. On s'y est promené il y a 2-3 mois. Aujourd'hui, c'est l'hôtel Waldorf au bas de la rue Agnon. À l'époque, c'était, vous voyez, Medinat Israël, Misrad Aspaka Vakitsuv, le bureau de l'approvisionnement et des restrictions, dont Dov Yosef est le ministre. Alors, de nouveau, à grand renfort d'affiches, je rappelle qu'on est un pays socialiste. On a appris le socialisme en Russie, ça marche à grand coup de propagande. À gauche, vous voyez, Tsav Hasha'a, c'est à l'ordre du jour. Il y a 3 choses. Aliyah, permettre à tout le monde de venir en Israël. Deuxièmement, Klita, il ne s'agit pas seulement qu'ils puissent venir, mais il faut aussi qu'ils puissent s'intégrer, qu'ils aient de quoi manger et où dormir. Et Bitachon, bien sûr, les problèmes de sécurité n'ont pas fini. Ce n'est pas parce qu'on a gagné la guerre d'indépendance. Il y a les incursions des Fedayoun, il y a des attaques sur les frontières. La situation est précaire. Donc, Aliyah, Klita et Bitachon, l'Aliyah, l'intégration, la sécurité, ce sont les priorités. Et pour ça, Tsena. Il faut essayer de stabiliser l'économie, et pour ça, austérité. Et à droite, Hakitsuv Maftiach Mazon Lakol. Les restrictions permettent à tout le monde de manger. Il faut comprendre qu'à l'époque, Israël est un pays socialiste. Le Mapai de Ben Gurion qui est au pouvoir, c'est la gauche du kibbutzim, ce sont des socialistes. Donc, eux, ils sont dans le mode socialiste. On nivelle par le bas, mais on donne à tout le monde. Il y a des libéraux en Israël qui ne seront pas d'accord avec cette politique. Moi, j'ai de l'argent. Pourquoi je ne peux pas acheter à manger si j'ai de l'argent? Non. Le gouvernement va décider, il faut que tout le monde mange au minimum. Et si tu as de l'argent, ben, tu n'as qu'à en donner aux autres, mais tu ne mangeras pas plus que les autres, tu auras les mêmes restrictions que tout le monde. Donc, ça fait aussi partie, c'est un impératif à cause de la situation, mais c'est aussi, ça répond au socialisme d'Israël. Alors, vous voyez à droite les points. Il y aura des points de rationnement. Attention, tu as droit à 800 points par mois. Là, il y a à droite, c'est mal sorti l'image, c'est dur à voir, mais on voit ce qu'on peut acheter comme viande. Bien sûr, la viande rouge, il n'y a pas beaucoup. Hein. C'est surtout des poulets, du poisson, des œufs, du beurre, etc. Et calcule tes points et calcule de façon à ce que tu as mangé tout le mois. Et à gauche, vous avez les points pour le mois de juin 1956. Et si vous regardez, on est déjà en 56, donc c'est déjà quelques années plus tard, là, les restrictions s'allègent. Et si vous regardez, je vais vous montrer là, voilà, à droite, il y a marqué combien de sucre, combien de confiture, combien de riz, combien de café. C'est là vous suivez ma souris, combien de thé, de chocolat, tout ça c'est restreint, les œufs. Et à gauche, vous avez des denrées qui sont il n'y a pas besoin d'avoir de points.
c'est le fromage, c'est les fèves et la farine de maïs. Vous n'avez pas besoin de points, mais c'est limité combien vous pouvez acheter quand même, parce qu'on en manque. Mais vous pouvez librement acheter des faillots, de la farine blanche, des poisses, des harensorts et des carpes vivantes. Donc il y a des choses, c'est déjà un petit peu allégé. 1956, on commence à sortir de ces restrictions. Alors il y a des points, à gauche vous avez des cartes de points, à droite vous avez l'emballage de votre carte de points. Ce qui est important de regarder, c'est que sur votre carte de points, il y a marqué deux choses. Il y a marqué Shem Hatzarkan, qui vous êtes, votre nom, et Shem Achenvani, quelle est votre épicerie. Vous n'avez qu'une seule épicerie près de votre domicile dans laquelle vous avez le droit d'acheter. Vous ne pouvez pas aller n'importe où. Chacun est assigné à une épicerie de quartier et c'est uniquement dans cette épicerie où il s'est inscrit préalablement que ces points vont être honorés. Donc, le gouvernement essaie de limiter, puisse pas truander, puisse pas faire un marché noir de points ou voler ou imprimer des faux points, etc. Et bien sûr, il y aura de la contrebande, il y aura du marché noir. Mais pour limiter, chacun est assigné à son épicier de quartier. Alors, à droite, vous avez ce qu'une famille reçoit pour une journée. À gauche, la publicité pour les œufs séchés, la poudre d'œuf. On manque d'œufs. Donc, on va commercialiser de la poudre d'œuf et on essaie de vous convaincre que qu'est-ce que ça change, un œuf frais ou de la poudre d'œuf? La seule différence, vous n'avez pas la coquille et ça coûte moins cher. Alors, allez vers les œufs en poudre parce qu'on manque d'œufs. Au-dessus, l'annonce au-dessus, c'est que, attention aux vendeurs de cigarettes, vous ne pouvez vendre un paquet de cigarettes qu'à quelqu'un qui vous ramène un paquet vide. De nouveau, c'est pour lutter contre la contrebande. Les fumeurs qui ont fumé un paquet peuvent échanger le paquet vide et, s'ils ont les points nécessaires, acheter un paquet plein. Pas n'importe qui peut acheter librement des cigarettes parce que, bien sûr, il y aura un marché noir qui va se développer autour de ça. Et le gouvernement fait ce qu'il peut pour lutter contre ce marché noir. Bien sûr, une politique de restriction, ça amène des queues. Et des fois, on fait la queue pendant des heures pour après arriver devant la caisse où à droite, vous avez le panneau Hayom en Chaloukat Chema. Aujourd'hui, il n'y a pas de beurre parce qu'on n'a pas été approvisionné ou parce que tout ce qu'on avait a déjà été acheté. Donc, ça crée des tensions dans les familles. Comprenez que les hommes vont au travail, ils travaillent dur parce que les travaux sont durs à l'époque et alignent plusieurs jobs des fois dans la journée et ils laissent madame à la maison s'occuper de la maison et des enfants. Et quand monsieur rentre à la maison le soir et qu'il n'y a rien à manger, il demande à sa femme « Qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?» Et elle raconte elle a fait la queue. Elle était dans la queue de 1, après elle a fait 3 heures la queue pour acheter du lait, 2 heures la queue pour acheter les chaussures, et finalement il n'y avait plus parce que c'était fini. Donc ça crée des tensions. Et des fois, on n'est pas satisfait, on rentre à la maison, on n'a pas pu acheter parce que tout a été vendu avant. Est-ce que vous connaissez la blague en Russie? Ça, on raconte à l'époque stalinienne aussi, il y a des grandes restrictions. Et les gens font la queue pour acheter de la viande, et puis devant le boucher sort devant son magasin parce qu'il n'a pas encore été approvisionné. Il annonce il n'y en aura pas pour tout le monde, donc les Juifs, vous êtes priés de quitter la queue. Et les Juifs s'en vont et quittent la queue. Et puis, 1 heure plus tard, dans le froid de la Russie, il annonce il y aura pas encore, on ne va pas recevoir autant qu'on a besoin, donc tous les porteurs de lunettes, quittez la queue, vous ne serez pas servis. Ils s'en vont. Et puis après 2 heures, il revient encore. On n'a pas assez, on ne va pas recevoir. Donc tous les gauchers quittez la queue, vous ne serez pas servis aujourd'hui. Et finalement, en fin de journée, il sort, mais il n'y a pas du tout de ravitaillement, donc tout le monde est prêt de rentrer à la maison. Et puis les gens disent c'est toujours ces Juifs. Comment ils savaient? C'est les premiers qui n'ont pas eu besoin d'attendre dans la queue. C'est toujours eux qui sortent vainqueurs de tout. Bon, mais c'est la situation. Elle est très complexe et il n'y a rien. Et ça crée des tensions, on se bouscule. Et dans le foyer, qu'est-ce qu'on fait quand il y a rien à manger ou rien pour s'habiller? Alors, c'est pas, je dis, on est après la guerre, c'était connu dans beaucoup de pays. Alors, j'ai raconté la blague, mais parce que j'ai oublié que j'avais mis un petit extrait de film, le film au bomber qui raconte les restrictions en France pendant la guerre. Bonsoir, Madame Lécuyer. Bonsoir, Madame Alouin. Voilà encore une belle soirée.
J'ai mon bras qui me fait mal, ça va pas durer. Soyez pas pessimiste. Il paraît que Vigoureux n'aura pas de boulet au moins avant 15 jours. Il n'y a plus rien à vendre et on demande une vendeuse. Bonsoir, monsieur le Bugle. Vous savez que le maréchal a pris froid? Bonsoir, Josette. Ça va, ta maman? Oui, ça va, madame, merci. Je peux vous donner un quart de livre, pas plus. Il n'y a pas que vous à servir, mademoiselle Émilienne. Bon, alors ce sera 125 grammes. Qu'est-ce que vous voulez? Le français, il s'est régalé pendant 20 ans. Eh bien, c'est le moment de passer à la caisse. Bien, je vais arrêter le film. Le but n'était pas de mettre le film, c'était juste d'agrémenter un peu la conférence. Et il y a des films israéliens, mais je n'ai pas trouvé quelque chose qui serait facilement traduisible, donc j'ai préféré mettre un film en France. On arrive à d'autres problèmes. Non seulement il y a la pénurie, il n'y a pas, mais regardez cette publicité, parce que bien sûr, une des priorités des parents, c'est de nourrir leurs enfants. Donc le lait manque, alors il y a du lait en poudre. Et voilà cette publicité, Chalav Yaldi, donc le lait mon enfant. Et ce lait très spécial, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Kasher. Donc, il est kasher en plus. Pourquoi c'est important de dire qu'il est kasher? Je rappelle qu'on est cette période de grande alia, arrive beaucoup de juifs qui sont traditionnalistes, pratiquants, religieux et qui veulent manger kasher. Ce n'est pas la priorité numéro 1 de la gauche socialiste. Dans le kibbutz, on est un peu plus laxiste avec le côté religieux. Et ça va créer un problème très grave. Pourquoi ça crée un problème très grave? Parce qu'on est en manque de tout. Et le manque le plus flagrant, c'est le manque de viande. On n'a déjà pas beaucoup d'élevage en Israël de viande, même les poulets, ça manque, mais de la viande rouge, encore moins. Jusqu'aujourd'hui, la majorité, la grande partie de la viande consommée en Israël est de la viande d'importation. Et donc, on ne peut pas importer à l'époque puisqu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de devise pour payer. Alors, les kibbutzim ont trouvé la solution. Et la solution, c'est d'élever des porcs. Le porc, ça mange n'importe quoi, donc on peut prendre tous les déchets qu'on a, toutes les choses qui ne sont pas comestibles pour des humains et leur donner à manger, et faire un élevage, pour faire des porcheries. Effectivement, les kibbutzim vont créer une industrie du porc. Et vous voyez, il y a un article que Yad Ben Tzvi a publié il y a quelques années. Et alors, on voit à gauche, Gidul HaChazirim putar lo misibot idéologiot antidatiot. Ce n'était pas parce que les kibbutzim étaient anti-religieux, ce n'était pas pour des raisons idéologiques. Il y a eu ça aussi des fois, mais là, ce n'était vraiment pas la raison. La raison était une raison économique. Ça coûte pas cher d'élever un porc, c'est de la viande, on va pouvoir pallier au manque de viande en élevant des porcs dans les kibbutzim. Alors, on a essayé de cachériser ça. Dans les comptes rendus du kibbutz, on parle de l'élevage de viande, l'élevage parallèle. Enfin, on essaie de ne pas mentionner le mot porc parce que chez les juifs, ça fait tout de suite sauter les gens. Tout le monde sait que les juifs ne mangent pas de porc. De la même façon, le même verset de la Torah nous dit qu'on ne doit pas manger le lièvre ou pas manger le chameau. Or, tout le monde sait qu'il y a une fixation spéciale avec le porc. Je ne vais pas en rentrer dans le détail pourquoi. C'est le conquérant romain de l'époque, le porc. On a une très triste histoire avec le porc, mais en tout cas, c'est quelque chose qui passe mal chez les Juifs. Donc, ils ont essayé de camoufler un petit peu cet élevage, mais il y a eu une quarantaine de porcheries qui se sont ouvertes en Israël à cette époque-là. Et le rabbinat a contre-attaqué en déposant une plainte au KKL, puisque le KKL, Keren Kemet l'Israël, est le propriétaire foncier qui a acheté les terrains et qui les a prêtés aux kibbutzim. Et donc, on essaie de faire intervenir le KKL qui interdirait aux kibbutzim d'élever des porcs sur les terres du KKL, qui sont les terres du peuple juif. Alors, c'est arrivé au tribunal. Est-ce que c'est une limitation qui n'a jamais été mise dans les statuts du kibbutz? Est-ce qu'on a le droit d'imposer au kibbutz de restreindre leur liberté individuelle? En tout cas, il y a eu ces problèmes, que ça fait un problème au niveau de la cacheroute. Quand on est limité, qu'on n'a pas, est-ce qu'on va produire d'autres produits qui ne sont peut-être pas cachers? Et c'est aussi un des problèmes dans cette alia puisqu'on est dans ces époques, on est en train de créer l'État d'Israël, de créer l'État juif. C'est quoi un État juif?
Au début, c'est pas du tout évident que le Shabbat doit être le jour de repos. Pour beaucoup, c'est plus facile de faire le dimanche comme jour de repos. C'est pas du tout évident que on doit manger kasher dans les instances nationales. À l'époque, dans la Haganah, dans le Palmach, on ne fournit pas du repas kasher. Et les gens pratiquants ont dû être incorporés dans des unités spéciales. Il y avait la Marlaka datit, la Plouga datit, les unités religieuses où là-bas on respectait le Shabbat et on mangeait kasher, mais dans le gros de la troupe, on ne respectait pas Shabbat et kasher. Et c'était au début de l'État d'Israël, Ben Gurion qui a imposé qu'on va kashériser l'armée. L'armée ne s'entraînera pas le Shabbat, elle ne fera que des opérations de défense, on mangera kasher de façon à pouvoir permettre l'intégration de tout le monde et que tout le monde puisse intégrer cette armée juive. Mais à l'époque, ce sont des sujets qui sont en discussion. Et le Tséna, l'austérité, a amené son problème dans le problème de l'élevage des porcs à cause de la pénurie de viande. Alors, bien sûr, la créativité n'a pas de borne. On sort des bouquins de recettes avec des recettes de cuisine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le peu qui nous est alloué? Comment faire des repas qui, d'un côté, seront nutritifs, d'un autre côté, assez bons, puisque si on n'a pas d'appétit, on n'a pas envie de manger, qu'on ait un peu d'appétit qui nous fasse envie de les manger. Alors, il y a des recettes, il y a des livres de cuisine. Voilà, à gauche, 14 menus types à faire avec ce qui a été distribué pendant la semaine. À droite, vous avez une recette pour des saucisses à base de haricots, une sauce de viande sans viande. Enfin, on essaie de faire avec les moyens du bord. Et là, j'arrive à Israël comme nation start-up. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien raconter dans les groupes. Je rappelle que je suis guide sur le terrain avant d'être conférencier en Zoom. Malheureusement, le corona a un petit peu changé les donnes. Et il y a des choses que la créativité d'Israël, le start-up, ça n'a pas commencé avec la high-tech. On a eu des start-up pendant le Tséna, pendant l'austérité. Alors, par exemple, Ben Gurion a dit à Osem, grande fabricant de pâtes israélienne, on a un problème. On a une grande alia qui vient de pays d'Asie et d'Afrique, chez qui le riz est un plat de base dans l'alimentation. Or, je ne peux pas importer de riz, nous n'avons plus d'argent. Donc, faites-moi du riz sans riz. Faites-moi du riz avec de la farine. Et alors, on va inventer quelque chose qui est une invention israélienne, qui n'existe nulle part dans le monde, parce que les pâtes, vous connaissez, les pâtes, c'est plutôt l'Italie qui spécialise des pâtes, mais on a en Israël des pâtes qui sont spécifiquement israéliennes, qui n'existent nulle part dans le monde, qu'on appelle les ptitim. Et à gauche, je regardais l'emballage, vous voyez, ces ptitim, ce sont des pâtes, mais on n'est pas dans les spaghettis ou dans les penne, dans les raviolis, on est dans des pâtes qui ont la forme du riz. D'ailleurs, on l'a appelé en Israël à cette époque-là, Orez Ben Gurion, le riz de Ben Gurion. Donc, c'était pour les gens qui ne peuvent pas se passer de riz, mais il n'y a pas de riz. Alors, on a des ptitim qui sont du riz. Avec le temps, on va un peu élargir la gamme. À droite, vous avez les ptitim en couscous. On va les faire petits ronds, après on en fera étoilés. On fera toutes sortes de ptitim. Et c'était quelque chose que vous ne trouviez qu'il y a quelques années encore qu'en Israël, à la suite du Tséna. Quand il y a eu un grand chef américain qui est venu en Israël et qui a été invité par une collègue israélienne et qu'il a vu que sa collègue faisait des ptitim à ses enfants qui revenaient de l'école, alors il a amené ça aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est très rigolo parce que ce riz Ben Gurion, qui était le manger des pauvres dans la restriction, aujourd'hui, c'est dans les restaurants gourmets qu'on le trouve, parce qu'il faut l'importer d'Israël. C'est quelque chose qui est israélien. Ce sont des pâtes qui sont au four. Et il y a juste de la farine. Et c'est le repas de base dans les écoles, dans les crèches en Israël. Les gosses, ils grandissent avec les ptitim et le schnitzel, l'escalope de poulet. Alors voilà, les ptitim, c'est une invention du Tséna. Deuxième invention, que vous ne savez peut-être pas, mais que tout Israélien connaît, ce sont les shkedem marak. Ces fameuses amandes qu'on met, shkedim, c'est des amandes qu'on met dans la soupe. Je peux vous dire que moi, je suis guide. Quand j'arrive à l'hôtel avec un groupe, alors en général, dans les hôtels, il y a un buffet. Vous connaissez les buffets israéliens, il y a beaucoup de choix. Et moi, je vais me servir toujours une soupe parce que j'aime bien, après une journée de guidage, la soupe, c'est du liquide pour me réhydrater. J'aime la soupe. Et dans les hôtels, à côté de la marmite avec la soupe, il y a une coupelle, une grande coupe, avec les shkedem marak, avec ces trucs-là qu'on met dans la soupe. Et je peux vous dire que les touristes, ils viennent à côté de moi, ils me regardent et ils viennent, Ariel, c'est quoi ce truc-là?
De nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas connu en Europe. C'est une invention israélienne, du Tsena. Vous vous rappelez, j'ai grandi à Strasbourg, la soupe du vendredi soir, c'était une soupe avec des vermicelles. En Europe de l'Est, les Juifs mangeaient la soupe avec des lokshen, c'était les vermicelles d'Europe de l'Est, on appelle lokshen, c'est une espèce de pâte. Mais il n'y a pas, parce que ces pâtes-là, elles sont faites avec des œufs. Or, des œufs, on n'en a pas. Même chose, Ben Gurion va dire à ses laborantins, il faut trouver et inventer des pâtes qu'on peut mettre dans la soupe, mais qui sont sans œufs. Et c'est comme ça qu'on va inventer l'eshke de marak, qui aujourd'hui on ne peut pas imaginer en Israël une soupe sur l'eshke de marak, mais de nouveau, c'était un remplacement des vermicelles imposé par le manque de vermicelles pendant l'austérité. Et alors là, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ceux qui sont en Israël il y a plus que 10 ans, parce qu'aujourd'hui, en Israël, le marché est ouvert, et même Elite, la grande firme qui nous importe le café, vous avez à droite la série Aroma, à gauche, vous avez la série Platinum, ça, ce sont les cafés aujourd'hui. Mais on a grandi en Israël, et c'est le café qu'il y avait quand moi j'ai fait mon alia en 1977, c'est le café qui est au centre. Le Names, café Elite Names, le café en poudre Elite, c'était même pas en grains, c'était en poudre, c'était imbuvable. Moi, en tant qu'étudiant, chaque fois que je rentrais chez mes parents, j'amenais 2 boîtes de café pour tenir le coup jusqu'à mon prochain voyage en France, parce que j'aimais quand même un café un peu meilleur que le Names Elite, bien que j'ai des voisins israéliens qui ne peuvent pas boire autre chose. Ils ont grandi avec ça, et c'est leur café à eux. Mais regardez bien cette boîte qui est au centre. Il y a quelque chose de très spécial. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Je vous le lis. Lisez-le avec moi. Café Elite, donc c'est la marque. Names, c'est soluble. Mais à Rousse Café, 100% café. Regardez les nouveaux emballages à droite et à gauche, le Aroma et le Platinum, il n'y a plus marqué qu'il y a 100% café. D'ailleurs, quand vous achetez votre café en France, un Nescafé Nestlé ou un Nescafé Jacobs, je ne sais pas si j'ai le droit de faire des publicités à Lille Mode, mais il n'y a jamais marqué 100% café. Pourquoi est-ce que Elite marque 100% café? C'est parce que pendant le Tsena, pendant la période d'austérité, on manque de tout. On manque de devises, on ne peut donc pas acheter autant de café la quantité qu'on aurait besoin. Et le gouvernement a permis à la compagnie Elite de mélanger son café avec 20% de glands grillés. Donc on prenait des glands de chêne, on les grillait, on les écrasait, on les mélangeait au café. Donc quand les restrictions ont été supprimées et qu'on a pu faire un café qui est 100% café, il fallait le dire. Mesdames et messieurs, réjouissez-vous. Le café Elite, c'est 100% café. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de gland grillé. C'est du café. C'est aussi quelque chose qui nous reste de l'époque du Sénat. Et jusqu'aujourd'hui encore, sur ce café qui rappelle le café de l'époque, il y a marqué 100% café. La prochaine fois que vous verrez ce 100%, vous comprendrez pourquoi. Vous vous rappellerez pourquoi. Et la grande invention, ce n'est pas uniquement les startups, ce n'est pas seulement les inventions culinaires, mais c'est aussi dans les ustensiles de cuisine. Vous connaissez cette marmite que sur la table? En France, on l'appelle, et oui, on l'appelle un four palestinien. Pourquoi palestinien? Je rappelle qu'à l'époque, palestinien, ce n'est pas les Arabes, c'est les Juifs qui sont palestiniens. Le pays s'appelle Palestine. Les Anglais distribuent des cartes d'identité palestiniennes uniquement aux Juifs. Pourquoi uniquement aux Juifs? Parce que les Arabes qui habitent ici les refusent. Ils disent, non, on n'est pas palestinien, on est arabe. Mais les Juifs ont accepté. Donc, un four palestinien, c'est un four qui était inventé par les Juifs à l'époque du Tsena. À l'époque du Tsena arrive cette alia, ces centaines de milliers de Juifs qui viennent du monde entier. On n'a pas de four, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'usine. On ne peut pas bien sûr importer des fours, on n'a pas d'usine qui les fabrique en Israël à la quantité demandée. Et on invente ce four qui peut remplacer un four, cette casserole, cette marmite, avec cette cheminée au centre. Ça permet de faire des gâteaux. Donc, c'est une solution de remplacement pour des gens qui n'ont pas de four. On met ça sur le feu et on peut faire des gâteaux même sans four. Donc ça aussi, le four palestinien est une invention qui existe encore jusqu'aujourd'hui, mais qui a commencé ses débuts pendant le Tsena. Bien, alors on a parlé des repas qui sont limités, de l'alimentation qui est limitée, on a parlé des ustensiles de cuisine, du four palestinien. Maintenant, ça va plus loin. Tout est en restriction, tout manque en Israël, et le gouvernement invente un logo qui s'appelle l'ACOL. Vous voyez ce logo, il est à gauche, vous voyez, il y a un Magen David, et marqué l'ACOL. l'ACOL veut dire pour tous. Et on fait des choses de base pour tous. Mais vous voyez ce que ça va être l'ACOL, ça va être suivez la souris, ça va être des meubles, ça va être des habits, ça va être de nouveau des tables et des chaises, tout est l'ACOL. L'ACOL veut dire on fait des choses de base et tout le monde achète la même chose.
On continue l'uniforme qu'on a à l'armée, tout le monde s'habille de la même façon, mais ça répond de nouveau très bien à l'idéal socialiste de la gauche israélienne de l'époque. Tout le monde est égal, tout le monde a la même table, les mêmes chaises, les mêmes habits. Disons que les femmes de l'époque sont un peu moins contentes. Elles auraient quand même aimé s'habiller un petit peu à leur goût et pas uniquement en couleur kaki, en couleur noire, bleue, enfin, très peu de couleurs, très peu de tissus et des modèles imposés. Alors, vous voyez, vous êtes un magasin d'habits. Il y a marqué la colle. Dans ce magasin, nous vous proposons la colle. Parce qu'il y a des magasins encore qui proposent des vêtements d'importation pour les gens qui ont de l'argent, mais les gens qui n'ont pas, les nouveaux immigrants ou ceux qui n'ont pas les possibilités, alors ils vont dans ces magasins la colle où ils ont la confection israélienne à prix modéré. Et à gauche, vous voyez une annonce. Nous avons reçu un nouvel arrivage de sandales Tsena, de chaussures Tsena pour les femmes, de chaussures Tsena pour les hommes, de chaussures Tsena, de sandales Tsena pour les enfants, de nouveaux modèles, mais tout est Tsena, tout est la colle, tout est ces modèles limités qu'on a à cause de restrictions. Vous voyez là, ce couple-là qui regarde des chaussures dans un magasin. De nouveau, vous voyez le logo, la colle. Toutes ces chaussures répondent à ces directives de l'État. Elles sont minimalistes. Il y a un certain nombre de modèles qui sont proposés au public et c'est ça qu'on peut acheter en Israël. Alors, on ouvre une usine. Il y avait déjà une usine de textile qui s'appelait Ata dans le nord d'Israël, mais là, elle devient énorme. Et c'est d'être la plus grande usine pour produire des vêtements la colle. D'ailleurs, le nom Ata veut dire, c'est un acronyme, Arigim Totzeret Artsenu, des textiles produits dans notre pays. Donc, il y a aussi une fierté bleu-blanc, consommer national, consommer la production locale. Et cette usine va employer beaucoup de monde à produire des vêtements. Regardez cet employé comment elle est habillée. Ça fait très militaire comme habillement. Ça, c'est les habits la colle. C'est comme ça que tout le monde est habillé, mal fagoté. Tout le monde à la même enseigne. Et de nouveau, je rappelle les annonces du gouvernement. Kitsouf ba'aliyah ou kitsouf ba'alosha. On a deux choix. Ou on limite l'aliyah, ou on permet à tout le monde de venir, mais alors il faut limiter l'habillement. On ne peut pas faire venir tout le monde et habiller tout le monde au grand luxe. Donc il faut comprendre, on essaie de motiver les gens. Il y a des restrictions, mais c'est pour permettre l'aliyah de tous les juifs qui le désirent. Bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors là, c'est un vendeur, un propriétaire de boutique qui a un magasin de vêtements. Alors voilà ce qu'il met dans sa vitrine. Voilà la tenue d'Ève dans lesquelles sont habillées les femmes là, avec les feuilles de vigne. Et regardez ce qu'il marque. Il marque restriction 1950. Et là, il est marqué Birshuta 15 la ménagère a reçu comme allocation mensuelle 15 points. Mais pour acheter, pour s'habiller, elle a besoin. Si elle veut s'acheter Meil Choref, un manteau d'hiver, elle a besoin de 115 points. Si elle veut une robe en laine, elle a besoin de 100 points. Si elle veut un manteau de pluie, elle a besoin de 40 points. Donc, vous prenez qu'avec les 15 points, il va falloir attendre plusieurs mois pour avoir le nombre de points qu'elle a besoin pour s'habiller. Donc, ça, c'est le boutiquier qui râle, quoi, que lui voudrait vendre, mais les ménagères ne peuvent même pas acheter parce que les points ne leur suffisent pas pour acheter le minimum pour s'habiller. Enfin, ça suffit pour un très, très petit minimum. Alors, on commence aussi à faire le loto. Bon, le gouvernement va faire ça à grande échelle. Il va inventer les bonds, ces fameux emprunts auprès des Juifs à l'étranger, mais il y a aussi la loterie qui marche. Et regardez cette loterie, Mif'al Amami, le Man Totzetaret, c'est pour encourager la production locale. Que le produit de la vente des billets sera investi dans l'industrie locale pour développer l'industrie locale. Alors bien sûr, l'humour se développe, on pourrait pleurer tous les jours, mais il faut aussi un petit peu rigoler. Donc vous voyez à droite la Dov Yosef en caricature qui dit au monsieur, cette Sénat, c'est les restrictions, tu es prié de rajouter de serrer ta ceinture de 3 trous en plus. Voilà. Alors ça, c'est les instructions de Ben Yosef. Et en bas à gauche, nouveau, il y a des recueils de blagues, les blagues de l'époque. Alors, dans le cadre d'une réunion du gouvernement, Lévi Eshkol, qui est Premier ministre, a annoncé au mois de mars 1967 notre situation économique sera meilleure qu'eux. Et puis, tous les gens commencent à rigoler, quoi. On est en plein plongeon.
comment est-ce qu'il peut penser qu'en en mars 67, ce sera mieux que, c'est-à-dire en février 67. Et Lévi-Eshkol le reprend, il dit, mais non, laissez-moi finir ma phrase avant de rigoler. Je voulais dire, et je redis, au mois de mars 67, notre situation économique sera meilleure que notre situation en avril, mai et juin qui vont suivre. Parce qu'on est vraiment en chute libre. Donc, on a de l'humour. Et la blague d'en haut, c'est Dov Yosef qui reçoit un plat de rationnement que sa femme lui sert un verre dans lequel il y a un liquide blanchâtre bizarre. Et il demande à sa femme quoi c'est du petit lait. Elle lui répond ah, c'est pas du tout mauvais, je vais l'interdire et le limiter. Voilà, ça, c'est les blagues de l'époque du Sénat. Ça, vous voyez la photo, c'est une omelette. Alors, ça, c'est une des blagues que j'ai vues dans le livre. Comment est-ce qu'on fait une omelette à 2 œufs pendant le Sénat? Vous achetez un œuf avec le ticket d'aujourd'hui, vous attendez la semaine prochaine, avec le ticket de la semaine prochaine, vous achetez encore un œuf, et vous faites une omelette à 2 œufs. Voilà. Alors, de nouveau, l'humour continue. Là, c'est le gouvernement Ben Gurion, Golda Meir, Dov Yosef, les membres du gouvernement, ils font la musique, mais toute leur musique, c'est Tsena, 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 c'est la seule musique qu'ils connaissent. On ouvre des boîtes de réclamation où les gens peuvent réclamer. Alors, bien sûr, maintenant, si on a fait la queue pour acheter, maintenant on fait la queue pour pouvoir réclamer. Et il y a des chansons. Alors, ça, c'est une chanson. Le titre de la chanson, c'est Kadour Bassar, une boulette de viande. C'est l'histoire d'un gars affamé qui rentre dans un restaurant où là aussi tout est limité et il a envie d'une boulette de viande. J'ai compris, ça des chansons de l'époque qui parlent Kadour Bassar, de cette boulette de viande dont on rêve, ou là, une chanson là, des chansons humoristiques. Satirique, je ne vais pas faire écouter des autres, on est un peu limité dans le temps. Et bien sûr, quand il y a des restrictions, il y a le marché noir. Donc là, c'est la guerre contre le marché noir. Chassel et Tachouk, Achachor, Velo, et Chassel, Huotra. Il faut stopper le marché noir, ou alors c'est le marché noir qui détruisez le marché noir, ou c'est le marché noir qui vous détruira. Le marché noir est ton ennemi, etc. On essaie de motiver les gens de ne pas acheter au marché noir, mais quand on a faim, on va acheter là où on trouve, et là où on trouve, c'est au marché noir. À droite, vous voyez une publicité des Sionim Klalim, ça c'est un parti libéral, donc qui est opposant de Ben Gurion, qui dit qu'il faut arrêter des restrictions et laisser le libre marché fonctionner. Et le marché noir, c'est la création de Dov Yosef et de Kaplan, c'est les ministres qui ont créé ce marché noir avec leurs restrictions. Et à gauche, vous voyez un contrôle à l'entrée des villes, il y a des contrôles de police, puisque bien sûr, les gens de la campagne, du Moshav, du kibbutz, essayent de faire passer des denrées en ville, de vendre des œufs qu'ils ont cachés au service du rationnement, des œufs, des poulets, et il y a des contrôles qui sont faits. De nouveau, la blague raconte que dans un autobus qui arrive d'un Moshav près de Jérusalem, à l'entrée de la ville, rentrent deux policiers qui demandent est-ce que quelqu'un a des poulets ici, et puis tout le bus commence à chanter parce qu'ils ont tous caché des poulets. Alors, pour éviter que les policiers n'entendent des poulets, ils se mettent tous à cacter dans le bus pour cacher le caquetage des poulets. Donc il y a une lutte contre le marché noir qui est toujours, bien sûr, avec des réussites ou moins. De nouveau, on a cet extrait du bombeur. Je vais voir ce qu'on peut faire. Courage, poissonnard. Vous voulez un café, docteur? Non, merci. Donnez-moi plutôt une petite goutte de Porto. Bon. Alors. Pas de beurre. Pas d'huile. Pas de graisse. Incroyable. Bouillon de légumes. Carottes. Et Vichy. Merci. Fameux. À propos de Vichy,
Allez donc y faire une cure tous les deux. Vous ne serez pas dépaysés. C'est tout? Pas de médicaments? Alors, en général, je prescris des vitamines et de l'huile de pois de morue, mais lui, ça le tuerait. C'est pas ce que vous souhaitez, Madame Poissonnard. Oh, docteur. Sinon, vous n'avez pas besoin de moi pour y parvenir. Quand vous aurez tous les deux le cœur bien enrobé de graisse, paf! Le foie. Le cœur. Vous me direz le résultat elle-même. Combien je vous dois, docteur? Non, pas d'espèce. Donnez-moi plutôt une douzaine d'œufs. Coq, si c'est possible. Pas du Bayonne que je vois là derrière vous? Si. Vous en voulez un peu? Dans le fond, pourquoi pas? Comptez 2 tranches par personne. Nous sommes 6. Donc, le marché noir, c'est toujours le même. Et il faut se rappeler une chose, c'est que, je l'ai dit au départ, que Dov Yosef a réussi, puisque l'Alia a été intégrée en Israël, qu'on a construit des écoles, qu'on a construit des dispensaires, des maisons. Les gens mangeaient, même s'ils avaient faim. Et en parallèle, il y a un autre bulldozer dans le gouvernement, c'est Pinchas Sapir, qui, lui, va utiliser cette main-d'œuvre qui arrive pour construire des usines et il va industrialiser le pays de façon à ce que dans les 10 ans, tous ces gens qui arrivent auront du travail dans les usines que Pinchas Sapir a construites. Alors, vous voyez un petit peu les usines. Il y aura Alliance qui va faire des pneus pour les voitures, le Mifale Khadera qui fera du papier pour les journaux, pour tous les besoins, Philco qui va faire des frigos, Amcor en fait qui va faire des frigos. Et Israël commence à se doter d'une industrie. Bien sûr, les gens râlent. Ils écrivent des lettres au gouvernement. Le lait, c'est quelque chose de base, j'en ai besoin. À droite, j'ai besoin de nourrir mes enfants. Ce que je reçois ne suffit pas. Comment on peut faire? Enfin, les gens écrivent des lettres de réclamation au gouvernement. Et bien sûr, ça crée une tension aussi au niveau politique. Là, vous avez à gauche une annonce du parti communiste qui est opposant à Ben Gurion. Ben Gurion, c'est socialiste. Mazon Lamonim, Maasar le Safsarim. Donc, eux, ils veulent plus à manger pour le peuple et arrêter carrément tous les trafiquants du marché noir. À droite, Menachem Begin, qui est libéral, Kherut, Kitsuv, Iktsiv, Nalaim, Lakol, Gadim, Lakol, Rétim, Lakol, Arkibalou, Rav, Lakol. En fait, le gouvernement a donné des points pour restreindre. Alors, tout est restreint. On a soi-disant des chaussures pour tout le monde, des habits pour tout le monde, des meubles pour tout le monde. En fait, on a la faim pour tout le monde a faim. Il faut changer le système. En bas, une maman qui dit mais comment faire nourrir mes enfants? Le pain avec la sciure de bois, il n'arrive pas à le manger. Le lait est trafiqué, enfin tout est trafiqué et on n'a pas de quoi donner à manger aux enfants. À gauche, vous avez un socialiste qui va dire c'est formidable, j'ai fait mon alia. Je suis venu sans rien et grâce au gouvernement, je mange et j'ai où habiter. Donc, votez ma paille de Ben Gurion. À droite, vous avez les sionistes généraux qui, eux, sont libéraux. Lo yashuv kitsuv, lo yachzor hator. Arrêtez les restrictions, arrêtez les queues dans les magasins. Votez pour nous. Le slogan des élections des Sionim Klalim va être « Tnu lichiot ba'aretz hazot ». Laissez-nous vivre dans ce pays. Et à gauche, de nouveau, c'est le parti Kherut de Begin
qui se plaint du fait que dans les apparatchiks, les proches du pouvoir, des fois, eux se servent et vivent une vie qu'ils ne laissent pas aux autres. Ça, c'est une publicité du Mapai de Ben Gurion. Aleph, c'est Ben Gurion dans les urnes. Donc, votez pour nous, on va construire des logements sociaux, des logements pour les travailleurs, des logements pour les personnes, les anciens, des édifices publics. Si vous votez Tzadik, votez pour les Tzionim Klalim, alors eux investiront dans les villas de luxe pour les gens riches et laisseront le peuple sans rien. Pardon. Il y a 2 extraits de journal, je ne vais pas les lire maintenant devant vous. En haut, c'est la femme de Dov Youssef, qui, elle, était une grande dame et qui, effectivement, n'a pas essayé d'aller au marché noir, bien qu'elle aurait pu, elle avait l'argent, elle était assez proche du pouvoir pour manger ce qu'elle voulait. Mais elle est allée d'après les règles que son mari avait dictées en disant est-ce qu'on est un peuple où son idéal c'est le manger? On a d'autres priorités. C'est pas important c'est important est-ce qu'on a un poisson ou on n'a pas de poisson, un œuf de plus, un œuf de moins. Et effectivement, elle a suivi les instructions de restrictions. Et là, c'est un article de journal de Loba Eliav. Loba Eliav, qui était aussi quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la clita de l'Alia des années 50. Et il écrit que Dor Shalem Kilel et Dov Yosef, il y a une génération entière qui a maudit Dov Yosef, Afalpi Shepulato et Ta'achat Asegim Agdolim Bioter Shalkupat Aklita, bien que son action était un des grands succès, puisqu'on a réussi à accueillir cette Alia, loger tout le monde, nourrir tout le monde. Et en fait, ce qui va changer la donne de façon totale va être les accords avec l'Allemagne. L'accord qui va être signé des Shilumim, c'est Big Gutmachung, où l'Allemagne d'Adenauer va payer des dommages de guerre à Israël. Là, Israël va commencer à recevoir un petit peu des devises, va pouvoir acheter de l'essence, du riz, des denrées de base. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça mérite une conférence en soi sur les vidéos de Gutmachung parce que ça a failli déclencher une guerre civile en Israël. Mais c'est tout à fait une autre histoire. Sur la période d'austérité, on en a fini. On a parlé de ce que ça a été, pourquoi il y a eu cette austérité, ce Sénat, et qu'en fait, c'était une grande réussite parce que aucun autre pays n'a réussi cette gageure d'Israël de doubler sa population en 10 ans, quand le pays n'avait rien, pas d'infrastructure, pas de logement, un pays pauvre. C'est encore, si la France devait se mesurer avec une intégration de 70 millions de personnes sur 10 ans, elle n'y arriverait pas, bien que la France soit un pays riche. Et Israël a fait ça en étant un pays pauvre. Alors, il faut un petit peu se rappeler qu'on peut remercier Akadosh Baruch Hu pour la situation dans laquelle on vit. On est très loin de cette situation des années 50, qui était très problématique, mais qui était une grande réalisation parmi l'État d'Israël d'aujourd'hui. Voilà, j'ai coupé la présentation. Voilà, si quelqu'un veut ajouter, veut poser des questions, vous êtes invité. Merci beaucoup, Ariel. Il y a déjà des remarques. On nous dit passionnant, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Robert? Oui, je pourrais apporter un témoignage parce que j'ai voyagé en 1955 en Israël. Donc j'ai bien connu cette période de restriction où il n'y avait pas de viande. Le café, c'était du Nescafé. Et j'ai connu beaucoup de parents qui étaient dans des Shikonim, à Beersheba, à Ko. Et c'était vraiment une période telle que vous l'avez décrite. Hein. Et ils ont tous rigolé quand je parlais de viande. Je leur ai dit, moi, le samedi soir, je prends toujours une côtelette. Je vais au restaurant, je prends une entrecôte. Alors, ils rigolaient, ils m'ont dit, ici, la viande, il n'y a pas de viande. Et quand je vois, après, j'ai suivi plusieurs années de suite, et j'ai vu grandir Israël chaque année. Et jusqu'à maintenant, pour vous dire que j'ai gardé de cette période, il y avait les élections en 55. Il y avait une grande avancée du héros, pas du héros, c'était à l'époque, c'était Benjamin Begin. Oui. C'est aussi à cause de Vidal Gutmachung. Mais je veux dire une chose, vous avez soulevé le problème de la viande.
le problème de la viande était un problème crucial, parce qu'il faut comprendre que dans cette alia, il y a beaucoup de juifs qui viennent d'Afrique du Nord et qui viennent des pays orientaux, pour lesquels la viande est une base de l'alimentation. C'est encore, les Ashkénazes connaissaient déjà les repas lactés ou vegan, ou ça. C'est quelque chose qui est absolument inconnu dans le monde séfarade. Et donc, ce manque de viande, c'était terrible pour ces olim qui arrivent et qui ne peuvent rien manger de ce qu'ils ont l'habitude. Tout ce qu'ils ont l'habitude, ils ne le trouvent pas. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de riz. C'est les deux bases de leur alimentation. C'est pour ça que Ben Gurion a dit inventez-moi un riz, parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans riz. Ce sont les bases. La cuisine, ce n'est pas seulement un problème de manger à satiété, c'est un phénomène de culture. On a l'habitude de manger ce qu'on a l'habitude de manger. Et quand on ne trouve pas ce qu'on a d'habitude, on se sent perdu. Et donc, Ben Gurion a compris qu'il fallait qu'ils trouvent des produits de remplacement, parce qu'il y avait un malaise dans le fait que les gens ne trouvaient pas à manger ce qu'ils avaient l'habitude. Alors, il m'a montré, il me dit, nous, on fait voilà, notre repas, c'est le falafel. C'était le repas de base. Oui. Le soir, c'était tous des falafels. C'est ce qu'il y avait de moins cher. Voilà, je vois quelqu'un qui écrit, Monique Candel. Oui. Je me souviens, nous faisons parvenir à la famille des pots de Nescafé et des saucisses. OK, d'accord. Ouais. Moi, je voudrais poser une question, Ariel. Sur cette période, il y a eu des grandes revendications des Sfardim, des Juifs du Maroc, etc. À t'entendre, on a l'impression peut-être que ce n'est pas justifié. C'est entièrement justifié. Il y a eu une non-compréhension totale de ces gens qui accueillaient cette alia, donc ce qu'était le judaïsme séfarade. Donc effectivement, comme c'était des gens du kibbutz, des gens socialistes, laïcs, alors ils ne comprenaient pas le côté religieux. Pour eux, c'est archaïque, tout ce côté religieux. On se rappelle le fait qu'ils ont coupé les péotes ou les barbes aux Yéménites. Il y a eu une non-compréhension de qui étaient ces gens qui arrivaient. Et il y a eu un malaise social, et c'est évident, je n'essaie pas de le nier. Je dis quand même qu'il faut comprendre cette grandeur, parce qu'avec toutes les erreurs qui ont été faites, et avec tous ces problèmes, ça aurait été tellement plus facile de dire, on les fait pas venir. Or, Ben Gurion a dit, on va les faire venir, avec les problèmes que ça engendre. Et une chose que je n'ai pas dit, merci pour la question Brigitte, parce qu'il faut le dire, Ben Gurion s'est plaint souvent, en disant, le gouvernement fait tout pour accueillir cette alia, mais les particuliers n'en font rien. Les Ashkénazes bontins qui sont déjà là ne se sentent pas du tout concernés. Au contraire, ils essaient de contourner. Eux, ils ont un peu d'argent, donc ils essaient d'aller au marché noir. Pourquoi on doit serrer la ceinture? Il dit, il y a eu d'un côté des gens qui ont compris la grandeur de l'heure et qui sont là avec le gouvernement, mais il dit, il y a eu une grande partie du public n'a pas suivi le gouvernement et n'a pas trouvé cette priorité dans la Klita d'Alia en disant pourquoi accueillir tous ces juifs d'un coup? Ils n'ont qu'à venir sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, on va faire ça petit à petit. Et Ben Gurion a répondu, les frontières sont ouvertes maintenant, je ne sais pas pour combien de temps, alors on les fait venir tant que les frontières sont ouvertes. Et c'est la grandeur de Ben Gurion, avec toutes les erreurs qu'il a commises. Il a fait des erreurs. Et les gens qui étaient autour de lui ont fait des erreurs. Mais si on regarde en arrière, c'est une grande réussite avec toutes les erreurs qui ont été faites. Moi, je me rappelle, en 1956, à Tunis, il y avait un monsieur qui travaillait pour l'agent juif, c'était un Tunisien qui était venu à Tunis pour essayer de ramener quelques personnes en Israël. Il était venu chez nous, il connaissait très bien ma mère. Je ne sais pas si M. Boubli le connaissait, mais c'était Victor Bokobza. Chaim Al-Achtmi, M. Boubli, vous connaissez? Non. Et je sais qu'il y avait beaucoup de shérifs qui venaient. Alors, il était venu, et il a dit à ma mère, apporte, elle avait une machine à coudre, Singer, une grande. Il a dit, apporte ta machine à coudre, tu en auras besoin, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent et tu pourras faire de la couture. Et il a dit, et aussi, il n'y aura de la viande qu'une fois par semaine. Moi, j'étais jeune à l'époque, j'étais petite. Et j'ai entendu, je dis, quoi? Parce que nous, on avait de l'argent, même si on mangeait pas beaucoup de viande, mais le repas de midi et le repas du soir, c'était bassari. Même avec un tout petit morceau de viande. Mais comment ne pas manger de viande? Qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, il devait revenir pour essayer de voir comment il pouvait nous faire monter en Israël, etc. Mais les autorités étaient après lui. Il a pris le premier avion, il est parti. Ok. Ça, c'est bon. C'est ce que je dis. Il y avait un problème de société. C'est le fait de ne pas pouvoir manger ce qu'on a l'habitude et comme on a l'habitude. C'était très dur pour les olives. Oui, bien sûr. Il y a eu plein de problèmes. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de problème. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu d'abus.
et je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu des profiteurs qui ont profité de ce système de rationnement pour s'enrichir. Quand on a construit des usines, il y a des gens qui en ont profité pour s'enrichir. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais je dis au total, il faut regarder the big picture. C'est une histoire incroyable d'avoir pu accueillir tous ces juifs en disant qui étaient très différents et que, je dis pour cet establishment du Mapai qui était Ashkenaz d'Europe de l'Est, au début, beaucoup ont dit avec nous, laisse tomber, on n'en a pas besoin. Merci beaucoup. Toda Rabba, Ariel. Au revoir tout le monde. Recording je vous rappelle de vous promener sur le terrain. C'est quand tes prochaines balades? La prochaine balade, c'est demain à Tel Aviv, à Florentine. Tu as eu les deux groupes pleins, matin et après-midi? Oui, on est déjà, Baruch Hashem, 53 inscrits. Ah bah, super. Ok. Bonne soirée à tous. Kol tov. Kol tov. Et au revoir.